Vous êtes bien sur le plateau de Sport Actu. Merci d'être avec nous pour un nouveau journal. Donc voici les titres. La Confédération africaine de football a augmenté sa subvention de 25% aux associations membres et de 50% aux unions zonales. À un mois de la CAN féminine de handball, les Diables Rouges sont toujours en attente d'un stage de regroupement. Le Congo connaît une prolifération des disciplines martiales. Les raisons de ce phénomène dans cette émission. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez en compagnie d'Antonio Varkus Ndunyama et de Gelati Onzendo Kayo. Bonsoir messieurs. Bonsoir Antonio Leboko. Surtout, comment allez-vous? En tout cas en forme, très en forme. Très bien. Au football, la sélection nationale des Diables Rouges seniors brille par une irrégularité de résultats causée par l'instabilité dans le choix des joueurs alignés qui varie à chaque match. Cette façon de faire des sélectionneurs depuis quelques années ne permet pas au Congo d'avoir une équipe type dotée d'une cohésion sur et en dehors du terrain. La conséquence, ce sont les mauvais résultats et les contre-performances à répétition qui ont privé le Congo de la participation à une phase finale de CAN depuis 2015. Le sujet a fait l'objet d'une réflexion menée par Gelati Onzendo Kayo. L'instabilité de la sélection nationale des Diables Rouges A devient endémique et altère dangereusement la performance chaque saison qui passe, chaque nouvelle campagne. Une instabilité croissante qui nécessite une thérapie de choc. Le constat est parti du sélectionneur Paul Put qui, lors de son passage à la tête des Diables Rouges, n'a jamais pu présenter un 11 type. En un peu plus d'une douzaine de matchs, toutes compétitions confondues. Ce tâtonnement a conduit une instabilité systématique de l'équipe qui, en fin de compte, n'a donné les résultats escomptés. Malheureusement, la même sauce est reprise par le nouveau venu, le sélectionneur Isaac Ngata, qui était son adjoint peu avant son départ. L'ère Ngata demeure dans les mêmes ustensiles que Paul Put, où à chaque match, le Congo alignait un 11 différent. Au sortir de la prestation de la 4e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 contre l'Afrique du Sud, le choix par défaut opéré par Isaac Ngata s'est avéré un choix qui pourrait être définitif à quelques exceptions près. Les éléments alignés en défense ont été irréprochables dans leurs prestations. Les cas de Trey Vumalin, Passy Brillant, Berlo Mbemba, sans oublier Louis Foriel et Anjoana Yan. En milieu de terrain, Harvey Osete, Merveille Ndokit et Gaius Makuta n'ont pas démérité lors de ce match. On espère, avec les retours des cadres du milieu du terrain blessés à l'image de Fred Ndembi, Chandrel Massanga, Antoine Makumbu et aussi quelques retours en attaque de Beni Makwana, Charpentier et autres permettront au sélectionneur national d'avoir désormais une ossature afin de bâtir un 11 type. Messieurs, c'est notre premier débat de ce soir. Antonio, on parle du 11 type. Les sélectionneurs congolais essayent de se débrouiller parce qu'on voit manque de régularité avec notamment les 11 de départ. Est-ce que cette fois-ci, avec l'équipe qui a joué contre l'Afrique du Sud, on est parti pour avoir une équipe type? Antonio, il faut d'abord dire que si le Congo n'a pas une équipe type, cela va de pair avec les meilleures valeurs que nous avons à travers la planète. Paul Put, au départ de notre sélectionneur Paul Put, Isaac Ngata a pris le règne de l'équipe nationale. Il est en train de se débrouiller toujours avec les mêmes joueurs que Paul Put a laissés. Et le plus grand souci, c'est au niveau des gardiens. Vous avez vu, on avait Ngombo n'est plus, Pavel Nzila n'est plus. Donc on ne fait que tâtonner et Mafumbi, ça ne donne pas. Et puis on avait à l'époque également Matumbu. Le gardien Matumbu, celui-là aussi il est parti. Et voilà, aujourd'hui on a retrouvé Mavelin. Je pense que Isaac Ngata est en train de... Il est encore à la recherche, la recherche d'une équipe type. C'est vrai qu'à travers la planète, comme je l'ai dit, on n'a pas assez des joueurs vraiment compétitifs, des joueurs qui ont vraiment de la valeur. Nous avons une race des joueurs qui ont un court temps de jeu dans leur club. Non, pas de temps de jeu. Donc, Isaac Ngata est obligé de faire avec ce que nous avons comme crème sur le plan international. J'ai la tiens à entendre Antonio, la faute ne revient pas aux sélectionneurs, mais plutôt aux joueurs qui ne sont pas si bons. Non, moi je dirais que, vous savez, quand vous avez déjà joué au moins 2 ou 3 matchs,
à ce moment-là, vous devez déjà se faire une idée sur un 11 que vous pouvez vous appuyer, mais tout en apportant des changements au fur et à mesure. Mais déjà avoir une idée sur une équipe type. Une équipe type. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. On a vu avec Paul Put, c'était pareil. Avec Isaac Ngata quand il est arrivé. On pense déjà que on peut se dire que à chaque convocation, on voit des nouveaux joueurs. Mais quand un sélectionneur a déjà une idée focalisée sur un 11 type, à ce moment-là, il ne pourra plus tâtonner parce qu'il se dira, j'ai déjà la colonne vertébrale de mon équipe. À ce moment-là, je peux qu'ajouter les éléments qui pourront compléter cette colonne vertébrale. Mais si vous n'arrivez pas à bâtir déjà une colonne vertébrale, à ce moment-là, on passera des années à avoir aujourd'hui un autre 11, demain également, et ainsi de suite. Donc je pense que c'est déjà bâtir une colonne vertébrale. À ce moment-là, vous pouvez ajouter d'autres joueurs pour former le 11. Parlons un peu des éliminatoires de la CAN. Depuis la première journée jusqu'à la 4e, et c'est qu'Isaac Ngata a eu une équipe type où à chaque fois il est en train de changer. Bon, il faut se dire qu'il y a une équipe type, parce que quand je vois au niveau des... Quels sont les joueurs qui ont brillé par la régularité, notamment en tout cas, à tous les compartiments? Vous avez au niveau de la défense, c'est presque toute la défense, vous avez Anjoana, qui est là présent depuis Paul Put, et vous avez en attaque comme Baswamina, et puis il y a Sylvestre Ngamvula, il y a les Prestige Mbongo, il y a Antoine Makumbu, il y a les Poitiers. Vous voyez, c'est une équipe que depuis que Paul Put a laissé l'équipe nationale, Isaac Ngata en train de, au fur et à mesure. Donc ça veut dire que le problème se pose avec Paul Put, mais avec Isaac Ngata, le problème ne se pose pas. En tout cas, ça ne se pose pas parce qu'il est en train toujours de jouer avec cette même ossature. Moi, je pense que ça fait déjà une cohésion. Quand vous êtes habitués à jouer ensemble, c'est les mêmes qui reviennent. Moi, je pense qu'il y a déjà une parfaite cohésion entre les joueurs qu'Isaac Ngata est en train de convoquer à chaque rencontre. Ça veut dire que Isaac Ngata a déjà trouvé son équipe type. J'ai dit pour les 2 prochaines journées, Isaac Ngata doit-il convoquer presque les mêmes joueurs ou parce que vous avez parlé dans votre sujet les choix par défaut qu'il a effectués contre l'Afrique du Sud, des choix qui ont permis au Congo en tout cas de décrocher ce match nul. Est-ce que pour la suite, Isaac Ngata doit faire confiance au même 11 ou peut-être prendre aussi quelques joueurs qui peut-être par le passé ont brillé avec les Diables Rouges? Et c'est comme je venais de dire, hein, il faut bâtir une colonne vertébrale. Je pense qu'il a désormais une colonne vertébrale qui pourra s'appuyer. Maintenant, en ce moment-là, si dans les prochaines convocations, on peut avoir des nouveaux joueurs, mais nous savons déjà lesquels qui sont souvent convoqués et qui répondent aux attentes, cohésion qui savent déjà comment est-ce que le schéma d'Isaac Ngata fonctionne. Si on a déjà ces joueurs-là, on peut compléter la suite. On aura une équipe capable de faire vents et marées. Mais si ce n'est pas le cas, on va tergiverser tous les matchs des Diables Rouges, je pense. Restant au football, la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 a pris fin le mardi 15 octobre dernier. À l'issue de cette journée, 8 pays ont déjà validé leur ticket pour le rendez-vous au Maroc. Certains sont au ballottage favorable et d'autres en ballottage défavorable, à l'instar du Congo, suivant ce commentaire de Luis Ernest Bakala. À 2 journées de la fin des éliminatoires de la CAN 2025, les premiers tickets sont déjà validés. À l'instar du Maroc, du Burkina Faso, du Cameroun, de l'Angola, du Sénégal, de la RDC et de l'Égypte. Le Maroc s'est baladé pendant ces 4 rencontres en inscrivant 14 buts. Si l'Égypte et l'Algérie ont fait le plein des points, sans surprise, la moisson de l'Angola était moins attendue. Les Palancas Negras survolent leur poule F devant le Soudan et le Ghana. Le Cameroun a aussi assuré sa qualification très tôt, tout comme le Sénégal. Les Lions joueront la première place du groupe L contre le Burkina Faso, premier pays qualifié, alors qu'ils avaient besoin d'un match nul pour valider leur ticket. Les champions d'Afrique ivoiriens ont été surpris par la Sierra Leone 0-1 et devront patienter pour s'ajouter à la liste des qualifiés. Cela devrait être également d'une question de temps pour des équipes comme l'Afrique du Sud,
le Mali, le Soudan ou la Guinée équatoriale à la recherche d'un point lors des 2 dernières journées. L'espoir est revenu du côté de la Guinée, battu lors des 2 premières journées. Le Botswana peut également rêver d'une deuxième CAN après celle de 2012. Ce sera plus compliqué pour le Ghana qui, même s'il gagne 2 de ses dernières rencontres, contre le Nigeria et l'Angola, pourrait manquer la CAN pour la première fois depuis 2004. Dans le groupe K, le Congo, en mauvaise posture, doit battre le Soudan du Sud et espérer une défaite de l'Ouganda contre l'Afrique du Sud lors de la 5e journée avant de se livrer une finale contre l'Ouganda qu'il faudra remporter par 3 buts d'écart lors de la dernière journée. 8 équipes sont déjà assurées de ne pas prendre part à la fête marocaine. Il s'agit du Lesotho, du Libéria, de l'Eswatini, de la Namibie, du Soudan du Sud, du Malawi et de l'Éthiopie. Le chiffre 8 pays qualifiés, 8 pays éliminés. Parmi les qualifiés, on retrouve les cadors. Est-ce qu'on doit dire que les favoris ont confirmé leur statut? Exactement, les favoris ont confirmé leur statut. Ce sont les mêmes favoris qui étaient lors de la dernière phase finale de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire. Je pense que le premier pays à être qualifié, c'était le Burkina Faso. Le Burkina Faso qui totalise, ça veut dire qui totalise la 13e participation à une phase finale de la CAN. Je pense que premier du groupe L, suivi donc du Sénégal, qui est tenant du titre, qui a obtenu également sa qualification à l'issue de la 4e journée. Avant déjà les 2 dernières journées, je pense qu'il y a le Burkina Faso, il y a le Cameroun qui le Sénégal, c'est pas le tenant du titre, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Excusez, c'est le vainqueur de l'édition précédente. Vainqueur de l'édition précédente, merci Avant, à Gilati. Donc c'est la Côte d'Ivoire qui n'est pas qualifiée après la 4e journée. Donc je disais, il y a l'Égypte, il y a l'Angola. En tout cas, coup de chapeau, ça veut dire qu'il y a ces 8 pays qui ont obtenu leur qualification à l'issue de la 4e journée. Je pense que c'est déjà bon pour ces cadors qui étaient, comme je l'ai dit, lors de la précédente édition de la CAN. À l'inverse, d'autres équipes souffrent, à l'instar du Ghana, Gélati, et aussi pourquoi pas de l'Afrique du Sud, qui était 3e, qui n'a toujours pas arraché son ticket qualificatif. La Côte d'Ivoire également. Beaucoup de pays sont quand même un peu en difficulté. Bon, déjà, le Ghana, les Black Stars, c'est compliqué pour cette nation habituée à jouer la CAN. Et aujourd'hui, le Ghana est mal barré. À 4 journées, le Ghana a 2 points. 2 points dans un groupe où j'estimais que le Ghana pouvait être en tête, mais malheureusement, ça coince et ça risque d'échapper à cette formation, la qualification. Mais il y a aussi l'Afrique du Sud, 3e, on voulait le dire, 3e lors de la dernière édition. Mais il faut aussi mentionner aussi l'équipe de la Côte d'Ivoire, tenant du titre, qui jusqu'à la 4e journée n'est pas encore qualifiée parce que battue par la Sierra Leone 1-0. Donc cette équipe de la Côte d'Ivoire devra attendre la 5e journée pour espérer se qualifier. Donc c'est pour dire que ces nations UP du football africain, aujourd'hui, les nations dites moins cotées, aujourd'hui, font en sorte que le football africain soit aujourd'hui parlé dans les hautes sphères du football parce qu'on n'a plus, entre guillemets, le respect de ces grandes nations. Oui. On va titiller ces grandes nations. Aujourd'hui, je venais de le dire, le cas du Ghana, qui est mal barré après avoir été battu par le Soudan 2-0. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes ni de grosses cylindrées. Mais c'est le football. Les équipes ont atteint un stade donné où c'est sur le terrain que ça se joue maintenant. Il faut donc féliciter également les RDC qui a fait 1 sans faute, 4 victoires en le temps de match, 0 but encaissé. La Confédération africaine de football a annoncé avoir augmenté l'argent qu'elle donne aux différentes fédérations membres. C'était hier dimanche lors d'une réunion avec les présidents des fédérations et des unions zonales, prélude à la 46e Assemblée générale ordinaire de cette instance qui aura lieu demain, mardi 22 octobre, à Addis Abeba en Éthiopie. Commentaire Nathalie Ngamakita.
La promotion de la croissance et du développement du football en Afrique va connaître un nouvel élan avec l'augmentation de la subvention du soutien financier et l'initiative de football scolaire aux associations membres et aux unions zonales, respectivement de 25% et de 50% par la CAF, la Confédération africaine de football. Cette subvention annuelle passe de 250 000 à 400 000 dollars américains, soit près de 250 millions de francs CFA pour les associations membres et de 450 000 à 750 000 dollars américains pour les unions zonales, soit plus de 450 millions de francs CFA. Cette augmentation a été appréciée par les bénéficiaires qui ont salué le leadership du président de la CAF, Patrice Motsepe, et l'orientation qu'il a donnée au football et à l'instance fédérale. Antonio Verkus Ndunama, les fédérations aujourd'hui peuvent un peu souffler avec notamment cette augmentation. Exactement, en tenant compte de leur cahier des charges au cours de ces 2 dernières années, la CAF a bien pensé de renforcer, sinon de donner encore une cagnotte à ces fédérations justement pour qu'ils mènent à bien leur programme d'activité, du développement surtout sur le football des jeunes et puis des championnats au plan national. Il y a il y a des formations. Donc, en tenant compte justement de leur cahier de charges, je pense que c'est quelque chose à saluer pour la CAF, qui est l'instance de football continental. Je pense que c'est une initiative à saluer. C'est pour le bien de toutes ces fédérations, avec tout ce qu'ils ont comme compétition au plan national, comme je l'ai dit, des formations. Et je pense que ça renforce encore de plus leur budget. À un moment donné, la RDC a même interrompu son championnat avec le financement. Donc, ces genres d'initiatives vont certainement booster aussi le développement du football. On parle aussi du sport scolaire Gelati. Aujourd'hui, c'est aussi l'une des phases pour le développement du football dans un pays. Il faut aussi miser sur le football scolaire. On a vu des compétitions football scolaire organisées ici également. Donc, ce chèque aussi va compléter pour aller dans ce sens-là. Oui, la CAF a en tout cas ouvert ce chapitre du football scolaire. On a vu déjà des compétitions au niveau continental, des établissements scolaires. C'est déjà une très bonne chose. C'est aussi question de promouvoir aussi le football, parce que vous savez que, comme a dit Antonio, la CAF investit dans la formation, dans le développement des jeunes, et la CAF a compris aussi qu'on peut aussi avoir cette élite-là en passant par les écoles, comme à l'ancien temps avec l'ONSU. Donc, ils ont peut-être fait une copie-collée dans ce sens-là, où le football maintenant a la possibilité aussi d'intégrer les établissements scolaires, donc dans le sens où ils peuvent compétir, même au niveau continental, pour que demain, les fédérations puissent avoir l'élite à travers ces jeunes enfants instruits, parce que vous savez qu'un footballeur ne peut pas être seulement footballeur sans être instruit en avance. Donc c'est pour cela que la CAF a réfléchi, parce qu'il veut qu'après le football, que les joueurs aient de quoi faire après, devaient avoir un travail après. Donc après avoir fini avec les études, et ils peuvent intégrer d'autres domaines de la vie qui peuvent être utiles pour leur survie. On parle de football sport roi, c'est aussi par rapport à tout cet argent qu'il génère. Ça veut dire qu'on doit aussi espérer que d'autres confédérations pour d'autres disciplines puissent faire de même, parce qu'on remarque qu'en dehors du football, d'autres disciplines souffrent un peu de ce manque de financement. Bon, vous savez que c'est le sport roi. Le football a beaucoup des entrées par rapport à d'autres confédérations. Mais si l'exemple de la CAF peut inciter d'autres confédérations à emboîter le pas, je pense que ça serait une très bonne idée pour notre jeunesse. Très bien, c'est compris. À un mois du début de la Coupe d'Afrique des Nations de handball féminin RDC 2024, les Diables Rouges Seniors Dames du Congo, qui se sont fixés l'objectif de jouer la finale de cette 26e édition, sont encore au repos. Avec le stage avorté du Maroc, le danger d'une prestation minable guette désormais le Congo, qui a réuni sur le plan continental et international lors des 4 dernières années. Gelati Onzendokayo a réfléchi sur le sujet.
Troisième, donc médaillé de bronze lors de la 25e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball, senior dames au Sénégal. La sélection nationale des Diables Rouges, qui est attendue en RDC en novembre prochain, n'a rien qui présage d'une préparation à la hauteur du statut qui est la leur. Le Congo, qui jouera pratiquement à la maison, n'a pas encore commencé ses préparatifs. Pas de convocation, un programme de stage annoncé jusqu'ici ne trouve pas gain de cause. À quoi s'attendre à cette 26e édition? La situation de la participation des Diablesses inquiète à un mois seulement du coup d'envoi. Logés dans le groupe A avec des challengers de poids comme l'Égypte et le Sénégal, qui ont déjà commencé avec les stages dans les pays occidentaux à la recherche d'un meilleur rendement à la Coupe d'Afrique des Nations. Cette démarche de stage avorté est suicidaire si l'objectif du Congo est de jouer la finale de cette édition en RDC. Habitué depuis 2 ans à participer à la Coupe du Monde, après des participations élogieuses à la CAN, le Congo plonge dans ce silence et risque de passer à côté de son objectif. La Fédération congolaise de handball et le ministère en charge des sports devraient parler le même langage pour sauver le navire Diable Rouge Seigneur Dame, notre poule aux yeux d'or. Un deuxième stage est souhaité pour permettre à nos ambassadrices d'être dans des conditions idoines afin de bien aborder cette compétition. Le contraire serait enterrer l'équipe nationale Seigneur Dame de handball après une brillante Olympiade sanctionnée par une médaille de bronze et 2 participations consécutives à la Coupe du Monde. Antonio, toujours ce problème de préparation de nos équipes nationales. Il s'agit de handball. Pratiquement 1 mois, les challengers qui sont l'Égypte et le Sénégal ont déjà entamé leur mise au vert. Le Congo attend encore. Est-ce que pour une telle compétition, le Congo, qui n'a toujours pas pris une démarche en dehors du stage du Maroc qui a été finalement avorté, est-ce que le Congo peut toujours se rattraper? C'est vraiment déplorable, il faut le dire, j'attends beaucoup pour une équipe, sinon le Congo qui est mieux placé dans le classement continental, parce que le Congo est 2e en termes de titres après l'Angola. Le Congo, au cours de ces 5 dernières années, le Congo s'est bien comporté. Le Congo a joué 2 fois le championnat mondial. Donc l'impréparation, toujours l'impréparation, on ne cesse de le dire. Et ça nous rattrape toujours quand nous disputons les compétitions continentales. Je pense qu'il est temps peut-être, je sais que l'ossature, nous avons une très bonne ossature qui est du côté de la diaspora. C'est une ossature qui n'est pas au repos, c'est des joueuses qui jouent dans leurs différents championnats et différentes équipes. Il n'est pas trop tard, je pense que si dans les jours qui suivent, le ministère des Sports et la fédération peuvent s'asseoir justement pour regrouper ces jeunes joueuses, je pense qu'on aura une très bonne préparation, bien que ce soit au plan local. C'est vrai qu'on a manqué le stage du Maroc, mais il n'est pas trop tard. Je pense qu'on peut regrouper les filles d'ici là, parce que cette compétition nous attend, et surtout que ça va se jouer à côté. Je pense que c'est le défi même de l'entraîneur Younes Tatouli qui disait que ce sera également sa dernière compétition avec le Congo. Jonathan Onze, récemment la CECAS a donc annulé l'Assemblée générale élective de la Fédération congolaise de handball qui avait placé à sa tête Yann Ndinga Yenge. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que ce problème qui se passe au niveau de l'instance fêtière peut également influencer la préparation de Diable Rouge? Bon, moi je pense que ça ne peut pas influencer, parce que vous savez, quand il y a des divergences au niveau de l'instance fêtière, il y a quand même un homme qui se dégage du lot. Il s'agit du directeur technique national qui, lui, a la responsabilité de conduire la sélection. Donc pour moi, je pense que c'est juste qu'on doit réunir les conditions pour que nos vaillantes ambassadrices puissent déjà être peut-être ailleurs dans des pays UP pour préparer cette compétition. Nous sommes à 1 mois et c'est déjà fatidique parce que, vous savez, nous avons un statut à défendre. Après avoir gagné la médaille de bronze, nous visons, pourquoi pas la médaille d'or. Donc ça passera par une préparation conséquente. Et je pense qu'il ne faut pas nous ramener à l'époque de la Coupe d'Afrique du Cameroun, où on espérait que comme s'il n'y avait pas une
préparation digne de ce nom, mais quand même le Congo était 4e et que ça pourra se répéter à chaque instant. Je dis non, il faut aller à une sauce qui est digne de ce nom, c'est-à-dire que des préparations comme d'autres le font pour que nous ayons des résultats. Et je pense que nos autorités seront à l'écoute pour que rapidement une solution se trouve pour que les dames soient en tout cas regroupées et mises en chantier pour une bonne prestation lors de cette CAN qui est attendue parce que le Congo était tête de groupe comme l'Angola. Venons-en à cette autre information initialement prévue pour ce mardi 22 octobre 2024, le coup d'envoi de la 10e édition du championnat d'Afrique des clubs champions de volleyball zone 4 sera donné le mercredi 23 octobre 2024 au gymnase Henri Elendé de Brazzaville sous l'égide de Bello Bourdane, président de la zone 4 de nationalité camerounaise. Bello Bourdane remplace à ce poste M. Matata Pogno au dernier congrès de la KVB zone 4 tenu en avril dernier à Kinshasa en République démocratique du Congo. En République du Congo, cette fois-ci, le nombre des associations de sport de combat ne cesse d'accroître, ce qui entraîne une prolifération sur le paysage sportif congolais. Quelles sont les raisons de cette prolifération des disciplines martiales au Congo? Élément de réponse avec Delphin Rodney-Longoli. Depuis un certain temps, le paysage sportif congolais connaît une prolifération des disciplines martiales telles que le kicksoul, Nyon Tai Jitsu, Ninjutsu, Minglang, Close Combat et Tonfa, pour ne citer que celles-là. Ces associations sportives sont généralement affiliées aux fédérations sportives nationales pour leur vulgarisation à l'échelle nationale. Cette prolifération est due à la médiatisation très poussée des sports de combat à l'international. Ce qui pousse de nombreux pratiquants congolais à embrasser ces styles de combat d'origine asiatique pour la plupart. La recrudescence des dojos et des disciplines martiales au Congo est également due aux litiges ou conflits entre pratiquants. Chacun voudrait tailler son empire ailleurs. Cependant, l'avantage entre autres de cette prolifération dans un pays cas du Congo cultive la notion du self-défense dans les cas de violence et d'insécurité qui prennent de plus en plus corps dans nos cités. Les jeunes sont donc obligés de s'adonner à la pratique des arts martiaux pour développer leurs compétences d'autodéfense, améliorer leur santé physique et mentale pour un esprit sain dans un corps sain et surtout afin de lutter contre la délinquance juvénile. Ces éléments contribuent à créer un environnement propice au développement des disciplines martiales au Congo. Il reste au pouvoir public, notamment à la Direction générale des sports, de réguler ces sous-secteurs. Car après toutes ces associations qui se créent à tour de bras chercheront du jour au lendemain l'agrément de l'État pour devenir fédération. En tout cas, plusieurs disciplines martiales voient le jour en République du Congo. On en compte beaucoup aujourd'hui qui sont en grand nombre des associations affiliées à des fédérations. Comment percevez-vous cette prolifération? Non, mais c'est une bonne chose lorsque vous avez l'explosivité dans le sens où vous avez beaucoup des associations qui naissent pour le bien du sport, pour le bien du mouvement sportif. Ce n'est que quelque chose à féliciter parce que hormis cette explosion aussi, il y a aussi un côté social que ces associations-là vont résoudre, comme a dit Delphin Longoli. C'est en tout cas le banditisme au milieu juvénile que les arts martiaux ont des règles, ont des codes. Une fois que ces jeunes intègrent ces associations, ils auront une autre moralité que les arts martiaux donnent après la pratique. Donc c'est pour dire que ça recadre au moins cette jeunesse-là. Et j'espère que ça va aussi apporter un plus dans le sens où nous aurons beaucoup de compétiteurs et peut-être à la longue, pourquoi pas avoir beaucoup de médailles si nous participons à des différentes compétitions continentales, tant internationales. Anthony Varkus Ndunyama, est-ce qu'il y a d'autres raisons que vous aimeriez évoquer sur ce sujet? Bon, peu importe la manière, sinon, comment est-ce que les clubs, les fédérations ou les associations se créent. L'idéal serait que nous ayons plusieurs fédérations. Vous savez, dans les arts martiaux, il y en a plusieurs sports de combat, il y en a vraiment.
plusieurs à qui il veut s'imprégner et puis dans 2 matins, il a une fédération. Mais sinon, le principe au niveau des arts martiaux, c'est le respect, le code moral. Si une fois un enfant veut, en tout cas, apprendre les arts martiaux, on ne peut pas l'interdire parce que c'est là où il y a plus d'éducation. Ces arts martiaux-là, généralement, sont issus de la Chine ou du Japon. Mais quelle est la différence? Parce qu'il y a des arts martiaux qui se ressemblent un tout petit peu. Pourquoi en avoir autant si c'est presque les mêmes choses ou les mêmes gestes? Bon, si c'est un art martial ou encore un sport qui a les mêmes styles. La différence, il y a toujours une différence. Parce que par exemple, au courage ou au judo, ce sont les mêmes pratiquants, mais quand il y a la différence, c'est qu'au judo, le combat au sol, vous voyez, et au courage, c'est le combat debout. Vous voyez, il y a toujours une distinction entre les arts. Sinon, il y en a plusieurs, il y a toujours une différence. Vous ne pouvez pas avoir une même discipline. Vous voyez, en Chine, il y a telle discipline. En France, ce sont pratiquement ce sont les arts martiaux, mais il y a toujours une différence dans les styles. Souvent, on parle également des conflits pour des maîtres qui pratiquent le même art martial. Après un moment de divergence, l'autre préfère aller créer un autre. Est-ce que cette façon de faire, ça va nous pousser à en avoir autant? Est-ce que ce n'est pas une façon aussi de peut-être exhorter certains maîtres que ce n'est pas une raison lorsqu'on on se sent biaisé pour une situation de toutefois chercher à créer des arts martiaux? Si et seulement si les querelles continueront à créer des associations, à ce moment-là, ça sera un danger. Parce que là où il y a des hommes, il y a toujours des querelles. Donc, on aura peut-être une centaine soit d'associations des arts martiaux. Ça, c'est pas bon. C'est-à-dire que le bien serait avec consentement, soit des uns et des autres, et vous pouvez aller créer, mais tout en ayant en tout cas l'esprit et puis le fair play, parce que vous savez, quand on se sépare avec tout ce qui va avec comme amour fraternel, vous saurez que au finish, ces différentes associations naissent avec beaucoup de volonté et beaucoup de savoir-faire. Et ça aussi des lendemains meilleurs. Mais quand vous sortez, après avoir été indexé quelque part ou avoir été pris à partie, par exemple dans une association donnée, en fin de compte, si le seul maître sort pour créer une association, après son départ, ou bien au cas où il arriverait que ce maître-là, que la mort le surprend, vous aurez après un club, 2 clubs, puis 3 clubs qui vont disparaître, et enfin ce sera l'association qui disparaîtra après. Et donc je pense qu'ils doivent sortir pour aller sortir dans le sens où créer avec consentement des autres pour que demain après eux, que les autres puissent prendre le relais pour vulgariser encore davantage ce genre d'art martial ou ces associations. Merci Gela Tchonze pour toutes ces précisions. Le mardi 15 octobre dernier, le Congo a été endeuillé par la disparition de l'ancien footballeur international congolais Jean-Jacques Ndomba, surnommé le géomètre. Décès survenu à Troyes en France des suites d'une maladie. Sa mort a entraîné une vague d'émotions et de témoignages de la part de ceux qui ont connu cette légende du football congolais, demi-finaliste de la CAN 1974 avec les Diables Rouges. Parmi eux, il y a le général Paul-Victor Moigny qui a réagi sur le talent de dribbleur de Jean-Jacques Ndomba qui lui a valu le surnom du géomètre. On l'écoute. Si Ndomba n'était pas né trop tôt et qu'il est même parti en France trop tard, je crois que je disais, Georges Weah a eu le ballon d'or, avait eu le ballon d'or. J'étais très fier de ça parce que Big John nous a épouvanté, nous a vraiment fait plaisir de le voir jouer sur le terrain de football. J'ai dit, mais en fait, qu'est-ce que Georges Weah savait faire que Ndomba n'aurait pas su faire? Qu'est-ce qu'Abedi Pelé savait faire que Ndomba n'aurait pas su faire? Ou d'ailleurs que Ndomba ne savait pas faire? Il a su faire autant qu'Abedi Pelé, il a su faire autant que Georges Weah, peut-être même un peu plus. Sauf que c'était dans un contexte tout à fait différent, malheureusement. C'est que les Congolais ne savent même pas vanter leur propre talent. Les Congolais ne savent même pas vendre leur propre image.
ils prennent l'image des autres, ils en parlent comme si c'était forcément les meilleurs. Mais Géomètre était un joueur particulier. Partout où nous nous sommes retrouvés, pour moi, même si on vivait comme amis, mais j'avais toujours dans ma tête un peu mon idée de ce que Géomètre est sur le terrain de football, je l'admire. Paul-Victor Moigny a créé il y a quelques années une académie football-études. Il revient ici sur les raisons qui ont nourri son ambition de mettre en place cette structure. Géomètre et moi, nous avons donc tissé des liens depuis toujours et nous avons passé beaucoup de temps ensemble. Jusqu'au moment où m'arrive l'idée de créer, pendant que le gouvernement se plaint d'ailleurs de ce que nous n'avons pas de grands joueurs, nous n'avons pas de centre pour former les enfants, pour que nos enfants, que le niveau du football remonte. Je décide donc de créer une académie de football en Gagné. Et ensemble, nous discutons avec Tostao, avec lui, avec d'autres encore, nous nous accordons pour que le centre l'apporte le nom de M. Jean-Jacques Le Géomètre. Et le centre y vit. En dépit de toutes les turpitudes, le centre vit. Pendant que nous parlons, le centre a rouvert ses portes pour l'année scolaire 2024-2025 et les enfants y sont. Continuent à pratiquer le football. Comme c'est un centre études, donc le matin, les enfants vont à l'école et l'après-midi, vont taper dans le ballon. Donc, je crois que cet acte que j'ai posé au nom de quelqu'un, je ne voudrais pas reprendre le ministre Lefoba qui, dans une évocation de Lumba Géomètre, a dit « ça a le style Kundanga Mongo », comme on dit en Bouchi. Donc, donne-moi mes éloges pendant que je suis encore vivant, que je les entende de mes propres oreilles. Moi, j'ai cru que c'était nécessaire de faire ça à Géomètre. Il le méritait largement. Donc, vous voyez, j'ai eu cette idée de le rendre immortel à travers quelque chose comme ça, en espérant que le centre vivra toujours et toujours. Quelque chose lié à son nom. Par-delà le fait que les joueurs ici ont des rues qui portent leur nom, des centres mais un centre de formation de football ne porte pas jusqu'à ce jour le nom d'un seul joueur de football de notre pays. Et moi j'ai cru qu'on devrait quand même rendre ça en Lumba Géomètre parce que ça a été quelque chose de fantastique. Un joueur de football hors pair, je peux le dire, hors pair. Vous l'avez sans doute constaté, cette académie football études située en Gagné dans le département des Plateaux porte le nom de Jean-Jacques Ndomba le Géomètre. Le général Moigny nous explique les raisons de ce choix. Bon, faut dire que ceci est parti, cette idée, je me souviens que j'étais en France pendant une mission, je crois, que j'étais en train d'effectuer en France. Et je me suis retrouvé avec des jeunes Congolais, surtout même des anciens footballeurs d'ailleurs, donc Ngapi, voilà, Ngapi Kapelman, avec le coach Eli Ngoya. Nous nous sommes retrouvés un jour comme ça, je les avais invités, puis on se retrouve ensemble, on discute. Et puis vient l'idée que non, il nous faut quand même relever la tête parce que nous avons un problème important, un problème sérieux dans le pays. Le football est en train de plonger, il faut réfléchir à ça. Il faut qu'on cherche moyen de sauver la nation. Enfin, qu'on apporte notre petite caution pour espérer sauver la nation en matière de football. On a discuté de ça, on a parlé, puis après, bon, on s'est séparés. Ngapi venait de Belgique, après il est reparti en Belgique. Coach Elingwe aussi était en ce moment en Belgique. Et puis je suis resté avec Géomètre, et puis d'autres encore, quelques-uns de mes jeunes qui étaient autour de moi. Puis j'ai dit à Géomètre, bon, tu sais, mon idée
c'est que si réellement on arrive un jour à créer ce centre-là, il faut qu'il porte un nom de joueur. Et puis, bon, on s'est séparés comme ça. On est revenu ici à Brazzaville. Et un jour, dans mon bureau, pendant que l'idée commence à réellement à prendre forme, et que je me dis que oui, on va réellement commencer à construire. Je pense qu'on peut construire. Nous nous retrouvons avec Tostao, nous nous retrouvons avec Mouyabi, Chaleur, dans mon bureau, pendant que j'étais commandant de la gendarmerie, puis on parle de ça. Alors moi, je leur demande, bon, quel est le nom que vous pensez qu'on devrait donner à l'académie? Moi, pour moi, ça doit porter le nom d'un joueur de football. Puis on a fait l'éducation, on a passé par tout le monde, machin, quoi, ça, tout. Et puis, c'est même Yatao Tostao qui me dit, président, comme il m'appelle toujours président, moi je crois que mon petit frère là mériterait ce nom. Parce que toujours comme ça, avec Géomètre, ils sont toujours ensemble. Il dit toujours, quand il parle de Géomètre, c'est toujours mon petit frère. Et quand Géomètre parle de lui, c'est toujours mon grand frère Yatao. Il dit, je crois que mon petit frère mériterait quand même que ce soit. Je pense que le nom de Géomètre serait sans doute celui qui résonne le mieux. J'ai dit, bon d'accord, moi je suis tout à fait d'accord, parce que pour moi aussi, dans ma tête aussi, je pensais également Géomètre. Et c'est comme ça que nous sommes accordés et on a décidé que le centre, une fois créé, porterait le nom de Géomètre. Et je dis que moi-même, au fond de moi, je disais que ça devait être Géomètre parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, Géomètre représente le joueur le plus vertueux dans la matière que j'ai connu dans ce pays. Je les ai vus jouer tous là. Au stade de la Révolution, qui est devenu Massamba Douba aujourd'hui, tous les grands joueurs, tous les grands noms que j'ai cités là, je les ai vus jouer là. Et je dis que Géomètre est un joueur tout à fait particulier. Et quels sont donc les objectifs de cette académie? Paul-Victor Moigny a répondu à la question. L'académie Foot Études a été créée avec l'ambition d'apporter du sang nouveau à nos clubs d'abord, nos clubs nationaux ici, à nos sélections nationales, notamment les U17, les U19, les U21. Et à terme peut-être qu'un élément pourra s'illustrer de manière particulière, pourra peut-être aller jouer à l'extérieur. On ne sait jamais. Ça là, je dis, pour moi, ce n'est pas ça le fondamental. Le fondamental, c'est que d'abord nos clubs ici soient renforcés. Parce que quand nos clubs sont renforcés, le championnat est plus intense et meilleur. Et quand le championnat est plus intense et meilleur, nous avons une sélection nationale qui aussi devient meilleure, devient plus grande, en fait plus solide. C'est comme ça que j'ai réfléchi. Je dis, on fait ça. Nous avons aujourd'hui, nous sommes à 2 années de vie. J'enverrai les enfants continuer chez eux là-bas, où ils vont devenir de plus en plus solides. Et peut-être, il y en a qui vont avoir des talents qui vont davantage exploser pour qu'ils soient demain de grandes vedettes de football. Et en ce moment-là, il est sûr que les grands clubs européens pourront même s'intéresser à eux. En ce qui concerne le programme, nous apprenons que le corps de Jean-Jacques Ndomba, le géomètre, arrivera à Brazzaville ce 29 octobre. Les anciens footballeurs congolais se préparent à lui rendre un hommage digne de son talent. Ils sollicitent donc la mobilisation de tous les sportifs. Ainsi va l'Actu Sport. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toutes nos équipes techniques réunies autour de Destin Gobela, Natalinga Makita et Dev Mbiri. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt.